Voilà, bonsoir à tous nos auditeurs qu'on retrouve ce soir pour vous présenter le suivi du cancer avec une approche beaucoup plus naturelle. Donc on sait bien que le cancer, ce soir, on ne va pas prétendre le soigner, mais évidemment, avec des approches plus naturelles, on peut accompagner la personne vers plus de mieux-être, mieux appréhender un retour à la santé, parallèlement à une thérapeutique allopathique, évidemment. Voilà, donc ce soir, ça va sans doute soulever beaucoup de questions. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions sur la partie droite de votre écran que je transmettrai à Dr Henry pendant sa présentation. Dr Henry, bonsoir. Voilà, on a 15 participants, c'est merveilleux. Voilà, donc Dr Henry, je vous laisse la parole pour démarrer votre présentation sur le suivi du cancer. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, le sujet de ce soir, c'est le cancer. Donc, c'est un sujet qui est moins rigolo que beaucoup d'autres, mais c'est un sujet pour lequel on est de plus en plus interpellé par les patients, de part d'abord par la peur du cancer, et puis par des gens qui, en fait, sont pris dans le suivi du centre anticancéreux et qui nous demandent notre avis et en fait des conseils et puis quel est l'intérêt donc du BNS chez les patients cancéreux. Alors c'est un sujet qui est un petit peu délicat et je voudrais vous donner mon éclairage, l'éclairage de ma pratique à ce sujet. Voilà, donc on va essayer de réaliser ça dans l'heure qui suit. Alors ça, j'aime bien cette petite chanson de Brassens qui illustre bien l'angoisse qui est vécue par le patient et par son entourage quand on commence à évoquer la problématique du cancer. Alors là, j'étais un peu vite. Voilà. Voilà, de quoi parle-t-on quand on parle de cancer? Alors le cancer est une affection chronique. J'ai rajouté chronique parce que c'est une maladie chronique et donc il ne faut pas croire qu'on va mourir tout de suite. C'est un problème qui est généralement localisé, auquel il faut trouver des solutions et on ne va peut-être pas les trouver tout de suite. Il faut dire que c'est une maladie chronique. Il est caractérisé par la perte des régulations tissulaires normales avec croissance anarchique, trouble de la différenciation, c'est-à-dire les tissus en cause retrouvent une forme embryonnaire et donc une forme embryonnaire invasive. Et avec la possibilité de métastaser, c'est-à-dire de diffuser dans d'autres tissus que le tissu originel. Alors, évidemment, il existe à peu près 200 tissus différents dans le corps, structurellement, donc évidemment, il y a beaucoup plus de cancers que de tissus, puisque au sein de chaque tissu, il peut y avoir toutes sortes de cancers. Donc, on ne peut pas parler de maladie infectieuse et on ne peut pas parler de cancer en tant que spécificité. C'est une grande famille avec des différences énormes, en particulier entre les cancers de l'enfant et ceux de l'adulte, de l'homme et de la femme, en fonction de leur siège, du tissu dans lequel il va se développer, en sachant que 90% des tumeurs se développent à partir d'un revêtement, la peau, les muqueuses respiratoires, digestives, génitales ou un épithélium glandulaire. Voilà une petite statistique, en sachant bien sûr que cette statistique, elle est valable pour les Européens, ça sera différent dans d'autres parties du monde. Alors on peut voir tout de suite que chez la femme, pratiquement la moitié des cancers de la femme, c'est le sein qui est en cause, alors que plus de 50% des cancers chez l'homme, c'est la prostate. Et puis après, on voit beaucoup de cancers de la peau, on voit beaucoup de cancers digestifs. En gros, c'est un petit peu ça, les grandes causes, et en particulier les choses qu'on vérifie chez les patients. Et bien sûr, il faut compter à peu près 20% de cancer du sang. Alors, ça c'est un cas un petit peu particulier. Alors, on voit tout de suite que, on peut dire, dans les 2 tiers des cas, on a un aspect qui est assez typique, c'est l'aspect d'hyperalpha cuivre.
Là, vous avez un bilan assez typique d'aspect hyperalpha-1 cuivre. Ça va signer, ce sont des marqueurs de la néovascularisation péritumorale. Donc, quand un cancer se développe, il a besoin d'oxygène, il a besoin de sucre, et donc il va envoyer des messages pour que le corps le nourrisse. Et donc, cette néovascularisation va donner un aspect qui est assez typique sur les BNS. Alors, évidemment, le fait que vous ayez un hyperalpha-1 cuivre ne signe pas un cancer, mais signe un problème de néovascularisation qui peut se développer dans d'autres conditions également. Donc, ce n'est pas très spécifique. Alors, par exemple, dans ce cas-là, un mélanome successif, donc c'est des tumeurs noires de la peau, vous avez un grand remède, d'ailleurs mis en évidence par le docteur Rouy, qui était un élève de Nebel, Aurum metallicum. Et là, dans ce cas-là, on voit que Aurum n'est pas très impacté. Donc, je pense qu'il n'est plus déjà au stade de Rome. Et puis, mais il y a d'autres remèdes qui sont signalés, phytolacca, argentum, lachesis, etc. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a deux autres paramètres qui sont sortis des gonds, germanium, dont le réactif est cadmium et le sulfate de cadmium, donc cadmium sulfuricum, qui est un grand marqueur du cancer également, et en particulier des cancers digestifs, et puis arsenic, qui est aussi un marqueur du cancer, mais qui peut être aussi un marqueur de la chimiothérapie. Donc, il faut voir cette patiente si elle a subi différents traitements, en sachant que dans le cas des mélanomes, les tumeurs noires, la radio et la chimiothérapie ne sont pas très efficaces et donc on va faire appel à l'interleukine et à l'immunothérapie beaucoup plus qu'à des traitements classiques. Alors évidemment, le patient avec un cancer va bénéficier d'un hôpital pour lui, le centre anticancéreux, et on va essayer de comprendre pourquoi il a développé un cancer. Alors en fait, il a développé un cancer, c'est la phase 6 de Reykjavik, à la suite d'un dérèglement progressif de toutes ces régulations, et en particulier dérégulation du système immunitaire. Et on va trouver dans l'apparition des cancers toujours systématiquement les inflammations chroniques qui altèrent l'équilibre tissulaire et vont provoquer les métaplasies. On en a parlé dans d'autres situations et on avait dit en particulier que ce phénomène inflammatoire était la porte ouverte de toutes les pathologies humaines, pratiquement, que ce soit les pathologies vasculaires, endocrines, etc. Alors, le cancer peut apparaître dans n'importe quel tissu ou organe et à tous les âges de la vie. Et dans 85% des cas, la cause reste inconnue. Et évidemment, on va essayer de les détecter au stade le plus précoce possible parce que pour améliorer les chances de curabilité. Les organes, bien sûr, ectodermiques et les organes encapsulés, comme la prostate, par exemple, ont des pronostics plus favorables. Au contraire, par exemple, l'ovaire qui n'a pas de capsule va métastaser relativement vite. Le pronostic conditionne le choix thérapeutique car un fort degré de dédifférenciation, un envahissement ganglionnaire ou une métastase sont de mauvais pronostics. Et il faut savoir que 10% des cancers sont révélés par une métastase. Et j'ai eu un cas d'ailleurs tout à fait curieux d'une femme qui avait développé un cancer du sein derrière une prothèse mammaire. Et bien sûr, on n'a pas pu s'en rendre compte et son cancer a été révélé par une métastase osseuse. C'est un cas un peu exceptionnel. Donc le traitement va dépendre du stade de la maladie, de la localisation, de l'âge du patient ou de la patiente. Évidemment, les trois grandes thérapeutiques utilisées sont la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie maintenant et l'immunothérapie, qui est encore balbutiante, mais dont on commence à voir les premiers résultats. Bon, pour la plupart d'entre vous, je ne vous apprends rien, je pense que vous savez tout ça déjà. Alors, est-ce qu'il va bien passer? Voilà. Alors évidemment, on va essayer on va garder les traitements classiques, mais il va falloir
ouvrir un dialogue avec le patient. Alors moi, j'ai l'habitude de leur faire un petit dessin. Alors, je vais vous le mettre comme ça. J'espère que vous le voyez. Voilà. Voilà, je leur fais un petit dessin. Est-ce que vous le voyez bien? Je pense que vous le voyez bien. On le voit bien, on le voit très très bien. Alors je leur dis, voilà, je vais vous dessiner vous. Alors je fais un rond et puis je fais un petit point sur le bord. Alors je leur dis, je m'excuse, je leur dis, excusez-moi, c'est pas de faire semblant. Et je leur dis, en fait, voilà, c'est vous, et puis votre tumeur, c'est un petit bout là qui représente à peu près à peine 0,01% de vous-même. Et puis en fait, ce petit bout, normalement, on l'a tous et on en a même plusieurs, et les systèmes de défense sont capables de l'isoler, de l'identifier et puis de le manger au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Et en fait, ils apparaissent pas parce que le système de défense fait son travail. Et puis à un moment donné, il est occupé à autre chose, ou il est déficient pour tout un tas de raisons. Et à ce moment-là, ben, la tumeur se met à se développer. Et donc, on va laisser le centre anticancéreux s'occuper de cette tumeur, et nous, il nous reste 99,999% de l'individu dans laquelle il va falloir remettre de l'ordre, et ça va être notre travail, c'est-à-dire on va avoir un travail qui n'est pas du tout négligeable et qui est au contraire essentiel pour que l'organisme reprenne le dessus et que vous soyez capable de remettre des émonctoires en service et de restimuler correctement les systèmes de défense pour qu'ils retrouvent une efficacité réelle. Alors, il faut comprendre aussi comment les cancérologues raisonnent. Alors, je vous ai fait un deuxième petit schéma. Voilà. Donc, c'est un petit schéma qui montre qu'en fait, l'évolution va se faire le long d'une échelle qui va de 10 puissance 9 cellules, 1 gramme de tissu, c'est à peu près gros comme le bout de votre doigt, et puis 10 puissance 12, c'est 1 kilo, c'est à peu près la taille d'un ballon de football. Et en fait, la croissance tumorale, elle va suivre cette courbe, et en un certain nombre de mois ou d'années, si vous voulez, la tumeur, elle va progresser gentiment. Et on estime qu'à peu près, quand la tumeur aura le volume d'un kilo, eh bien, vous serez mort. Alors, évidemment, le but du médecin classique, ça va être d'effondrer ce volume tumoral, donc c'est les petites flèches que j'ai dessinées là, pour le ramener dans une zone où il ne restera que quelques cellules. Et à ce moment-là, eh bien, le système immunitaire sera capable de reprendre le dessus. Ça s'appelle une guérison. Mais on n'est jamais sûr de l'amener dans la zone de sécurité, et il arrive souvent que ça repart malheureusement parce qu'on n'a pas été assez efficace. Et donc ça, c'est le point de vue du radio, chimio, etc. Mais nous, on aurait tendance à croire qu'en fait, tous ces traitements, et en particulier ce qui s'est passé avant, a abaissé cette zone de sécurité, et qu'en fait, il faut vraiment taper très très fort pour la retrouver. Alors, il y a une autre stratégie, c'est de l'augmenter. Si on augmente cette zone de sécurité, le patient guérira beaucoup plus facilement. Voilà, donc j'explique ça au patient. Généralement, il comprend bien qu'on ne va pas du tout s'opposer à ce que font les classiques, et au contraire, on va fournir un deuxième souffle à la thérapeutique, et en fait, c'est ce qui va souvent faire la différence entre une rechute et une guérison. Alors, on peut se poser la question de quel est le sens du cancer. Et Françoise disait que c'est un non-sens. En fait, le cancer, c'est une phase 6 de Reykjavik, c'est-à-dire que c'est une situation de sécheresse tissulaire, donc de désadaptation hormonale et immunitaire, et puis donc un état inflammatoire chronique, on en a déjà parlé, et puis bien sûr un élément déstabilisant, psychologique, que les Chinois appellent le vent, les soucis, et que Hammer a défini comme étant des éléments de culpabilité, de solitude, etc. Alors, ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit dans la pratique, en fait, pour moi, il y a trois éléments majeurs pour déclencher un cancer. C'est un élément irritant, par exemple le tabac, un élément effondrant les systèmes de défense et les émonctoires, par exemple l'alcool, et puis en effet un élément psychologique, par exemple la dépression, avec des causes bien sûr multiples. Et quand vous avez les trois, on peut dire pratiquement dans les années qui suivent, vous allez développer un cancer.
Donc, mon conseil, bien sûr, c'est d'être heureux de vivre et d'user des toxiques extrêmement modérément. Alors, un nouvel éclairage immunologique, hein, eh bien, on en a parlé. Donc, c'est bien. La tumeur n'est que l'expression proliférative d'un désordre interne qui souvent remonte à des années. Il n'obéit pas bien aujourd'hui. Alors, on peut définir ça de façon, on peut le modéliser, hein. Donc, dans le cancer, il y a des facteurs constitutionnels. Donc, on pourra à ce moment-là utiliser des nosodes en homéopathie, hein. Évidemment, les nosodes ont des symptômes tout à fait particuliers, hein. Médorinome, on va avoir des tumeurs hypertrophiques dures, avec une psyché d'angoisse, de refoulement, de culpabilité et également de préjugés. Préjugés et angoisse dominent dans médorinome. Le mésinome, on va avoir au contraire des tumeurs invasives, ulcérées, avec des fissures et un tempérament paranoïde sur un fond d'insomnie chronique. Et puis tuberculinome, ben, on aura des hémorragies, on aura des surinfections. Enfin, ça constitue vraiment un background qui est tout à fait différent selon les diathèses. Donc on a parlé au niveau des BNS, quels étaient les tests à surveiller, hein, le cuivre, qui est en fait l'ancien acétate de cuivre acide de Verne, que le professeur Verne en 1930 avait déjà remarqué comme étant un bon marqueur des états précancéreux et de l'évolution des cancers. Mais évidemment, il y a d'autres paramètres qui sont à surveiller. Le zinc pour les métalloprotéinases. Vous savez que le zinc est l'élément activateur des métalloprotéinases qui défont les membranes et les parois. Donc, ça va être un bon marqueur de l'envahissement. C'est aussi un marqueur de la sensibilité endocrinienne. Hein, donc, il va être perturbé dans les tumeurs hormonosensibles. L'iode va en particulier se mobiliser dans les congestions du petit bassin, on pourra le voir. Aurum, qui est un très bon remède des cancers du sein. Hein. Dans le groupe de Rome, vous avez Conium, qui est un remède des squires, donc les cancers du sein fibreux. Asterias rubrin, qui est l'étoile de mer, venimeuse et qui a une symptomatologie de métastase de sein envahi et de métastases ganglionnaires. Et puis, bien sûr, le groupe du germanium avec cadmium sulfuricum, qui est le marqueur des cancers digestifs, en particulier œsophage, estomac, duodénum, etc. J'ai eu le cas en particulier de la mère d'un confrère, comme ça, qui m'amène son bilan, elle me dit ma mère va pas bien, etc. Et je vois un paramètre cadmium sulfuricum extrêmement élevé. Et donc, j'ai dit, elle doit avoir un problème au niveau de l'œsophage. Et en effet, elle avait une tumeur de l'œsophage. Alors, évidemment, vous regarderez dans le répertoire de Kent, hein, et en particulier sur le site, c'est très bien écrit au niveau de l'hôpital et des services de cancérologie. Et en fonction de chaque localisation, on va avoir des remèdes qui sont assez spécifiques. Nitrique acide, Thuya dans la polypose anorectale, la maladie de Reclus, qui est un précancer du sein, Phytolacca. Alors, Phytolacca est un grand remède du précancer du sein, mais Phytolacca, c'est un sein qui est en plénitude, c'est-à-dire c'est un sein congestif, dur, douloureux, chaud, etc. Alors qu'au contraire, Conium, ça va être un sein rétracté, froid, nodulaire. Calcaria fluor est un grand remède des précancers du sein. Personnellement, j'ai eu d'excellents résultats avec calcaria fluor. Les cervicides, du col de l'utérus, nitrique acide, créosotom, tout ça c'est des grands remèdes. La laryngite du fumeur, hein. Alors évidemment, stannum iode, bronchorée du fumeur. Et puis bien sûr, tous les grands remèdes des cancers de l'œsophage, du duodénum. Ornithogalum, un grand remède du cancer. D'ailleurs, c'est intéressant, Ornithogalum, c'est une fleur de bac, hein, c'est Star of Bethlehem, c'est suite de mauvaises nouvelles, hein, et d'émotions déstabilisantes. Iris versicolore, ça c'est un grand remède des tumeurs du pancréas.
Gallium micromycum, c'est un grand remède d'irritation, de gastrite et d'irritation des parois digestives. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut faire des tas de choses. Alors, personnellement, moi, je considère qu'il y a deux attitudes à avoir. Donc, on va essayer de se caler par rapport à ce que fait l'hôpital. Alors, des fois, l'hôpital, il arrive que l'hôpital renvoie le patient chez lui en disant on ne peut rien faire, il est inopérable. Ça m'est arrivé il y a quelques années, j'avais un patient qui vient me voir avec une... En fait, c'est une histoire un petit peu intéressante. Je vois une dame qui vient me voir et elle me dit je viens vous voir, docteur, pour avoir un papier, un certificat pour me marier. Alors, je dis c'est très bien, félicitations. Elle me dit non, il ne faut pas me féliciter parce qu'en fait, j'ai exigé que mon futur mari m'épouse parce que ça fait 10 ans que je vis avec lui. Puis là, l'hôpital vient de le renvoyer chez nous pour mourir. Donc, avant qu'il meure, je veux qu'il m'épouse. Ah, oui, ça c'est un peu particulier en effet. Bon. Alors, je lui fais son certificat et puis elle me dit, mais peut-être, là, il souffre, il n'est pas bien, donc peut-être, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour lui, pour le soulager? Ben, je dis, envoyez-le-moi, puis je vais voir ce que je peux faire. Alors, il vient avec ses IRM, tout ça. Il avait une énorme tumeur d'huile du foie. Il commençait à jaunir, enfin, il n'était pas bien du tout. Et alors, je lui ai dit, écoutez, on va essayer d'améliorer ça. Et donc, je lui ai fait un bilan. Je lui ai mis les plantes de bilan, j'ai fait des sérocytoles et puis je lui ai mis les alcaloïdes de Beljanski. Et en fait, ces alcaloïdes de Beljanski, ce sont des molécules qu'il avait trouvées quand il travaillait à l'Institut Pasteur. Ils ont la propriété de repelotonner l'ADN, c'est-à-dire de bloquer la croissance tumorale. Et en fait, avec le traitement qu'on lui a donné, ben, la tumeur elle a fondu et alors qu'il devait mourir dans les semaines qui suivent, 5 ans après, il était toujours là, il travaillait, et il était pas mal. Voilà, comme quoi on peut avoir des fois des résultats tout à fait encourageants, même quand l'hôpital a laissé tomber les bras. Alors donc, ça c'est quand il y a une tumeur sur laquelle il faut agir. Hein. Donc, moi j'utilise des produits allemands comme le molybdate compositum, hein, galliumel, dioxal. Alors, certains, on a du mal à les trouver en Suisse maintenant, mais on peut les commander en Allemagne. Ça, c'est tous les produits de Hell qui sont des très bons stimulants. Solidago, ça va relancer le rein. Epar, ça va relancer le foie, etc. La vitamine D, hein, régule le risque de métastase. Et puis, j'utilise beaucoup les sérocytoles qui agissent sur les cellules souches, en particulier foie et SRE, qui ont un effet antitumoral remarquable. Et on peut même voir des fondes tumorales tout à fait surprenantes. Moi, je me rappelle, j'avais une dame comme ça qui avait une énorme tumeur des ovaires, une énorme tumeur des ovaires qui avait envahi tout le petit bassin et qui commençait à lui comprimer les uretères. Donc, elle était en anurie. Donc, elle venait me voir en catastrophe. Je la piquais, je lui faisais des sérocytoles injectables. Et puis, dans la demi-journée, la tumeur dégonflait et puis elle pouvait repisser de nouveau pendant une quinzaine de jours. Et puis, elle revenait, puis je la repissais, je la repiquais, etc. Ça lui a permis de tenir quand même quelques mois en relativement bon état. Alors, évidemment, on va décongestionner et traiter la douleur. Alors, il y a des remèdes comme par exemple les Aurum D30, Silicea D20, qui sont des produits de Velleda dans les métastases osseuses. Symphytum aussi aura un très bon effet sur le risque fracturaire. Alors, il faut savoir que Symphytum, il faut le donner en dilution relativement basse, hein, comme Boiron ayant supprimé les basses dilutions, c'est un petit peu dur pour se les procurer, mais enfin, on arrive à en trouver. Et puis, vous pouvez même la consoude, hein, vous pouvez même l'accueillir dans votre jardin, puis faire vos teintures vous-même, puisque les pharmaciens ne veulent plus travailler. Alors, pour les douleurs des cancers, moi, je conseille, alors bien sûr, vous pouvez répertoriser. Hein. Arsenicum album est très intéressant pour les douleurs des cancers après irradiation, par exemple. C'est tout à fait remarquable. Et puis, j'utilise l'argamanul, l'efficomplexe numéro 7, qui est un mélange d'acétate et qui, à la fois, diminue les douleurs et augmente l'énergie des patients cancéreux. Et au stade terminal, on utilisera des complexes, des CHU, hein, comme le mélange des venins ou des acides, ou
certain nombre de mélanges qui ont un très bon effet au niveau tissulaire et en particulier un effet très décongestionnant, antalgique. Ça les aide beaucoup. Alors évidemment, quand le patient revient chez lui, guéri, vous allez adopter une autre stratégie. Alors cette stratégie, ça va être de dire, le patient, il est en bas de la courbe, là, c'est-à-dire il est là. Bon, est-ce qu'il est guéri? On n'en sait rien. Donc il faut absolument remonter le niveau des défenses pour que cette guérison soit réelle, soit effective, et pour éviter la récidive. Alors évidemment, les règles, c'est qu'il faut supprimer tous les traitements toxiques, les IPP, les statines, enfin toutes les saloperies possibles et imaginables que le patient a l'habitude de prendre. Et puis, bien sûr, il va falloir faire de l'immunostimulation. Et un des produits qui marche le mieux pour l'immunostimulation, c'est la viscothérapie. L'Iscador, qu'on fait en injectable, ou en gouttes si on ne peut pas utiliser l'injectable, et qui a un très bon effet d'immunostimulation. Parallèlement, bien sûr, au sérocitol et parallèlement aux plantes et aux différents produits proposés par le bilan. Jean-Yves, je coupe un tout petit instant. On me demande si tous ces remèdes-là qui consistent au ralentissement de la progression tumorale, au soutien des organes sains et la décongestion, qui permet aussi de traiter la douleur, est-ce qu'on mène ces protocoles naturels parallèlement à la chimiothérapie, par exemple, ou aux autres soins de médecine conventionnelle? Alors d'abord, il faut savoir que les médecins des centres anticancéreux n'aiment pas trop qu'on interfère sur leur protocole. Ils n'ont pas tort parce que certains de leurs produits, par exemple, agissent par le biais du stress oxydatif. Donc si vous donnez un antioxydant pendant une chimiothérapie qui agit qui fait exploser les cellules tumorales par le biais du stress oxydatif, ça ne marchera pas. Donc ils n'aiment pas trop. Alors personnellement, moi je me limite essentiellement au sérocitol quand il y a un effondrement, ou à certains alcaloïdes de Beljanski quand il y a un effondrement des défenses, en particulier une baisse des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, etc. Les sérocitols et certains alcaloïdes de Beljanski sont spécifiques et donnent de très très bons résultats à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, on peut les utiliser. On n'est pas forcé de le dire à l'hôpital, mais enfin, en général, ils sont contents. Les taux ayant remonté, ils vont pouvoir reprendre leur protocole. Donc, je laisse travailler les classiques. Je pense que notre rôle à nous, c'est plutôt d'assurer le relais et de limiter, d'aider le patient par rapport aux effets néfastes de sa chimiothérapie. Donc, en homéo, par exemple, on va utiliser beaucoup arsenicum album, qui est un grand remède d'empoisonnement, et nux vomica, en fonction, bien sûr, de la similitude des symptômes. C'est des remèdes qui marchent très, très bien et qui vont permettre aux patients d'avoir moins de nausées, d'avoir moins d'écœurements, d'être moins fatigués, etc. Merci beaucoup. Et une autre petite question concernant Coprom. S'il est bas dans les BNS, est-ce que ça peut signifier autre chose que de la néovascularisation, qu'elle soit tumorale ou pas, en fait? Alors, le Cuprom est bas, ça peut signifier en fait que le patient a été cancéreux. Mais ça n'a pas il faut comprendre que Cuprom, c'est ce que je disais en introduction, il n'a pas une spécificité dans le cancer. Cuprom, c'est un grand remède homéopathique, des crampes d'espace, de l'épilepsie, etc. Et donc, il faudra toujours le remettre dans le cadre symptomatique du sujet. Donc, méfiez-vous. Mais le BNS n'est pas un bilan de diagnostic du cancer et c'est un bilan qui va vous éclairer sur l'état du corps du patient, pas tellement sur l'état de son cancer. Donc, méfiez-vous de ne pas le mettre en avant comme un bilan du cancer. Vous aurez des mauvaises surprises. Voilà, alors ça, c'était pour répondre à ta question. Après une radio et une chimiothérapie, j'ai bien mis après, vous voyez. On va utiliser les antioxydants, bien sûr.
la sérothérapie, et puis des remèdes qu'on va choisir en fonction du cas, Tromel, Arnica compositum. Pour la radiothérapie, alors il y a un grand remède qui est radium bromatum. Alors il est très intéressant surtout, on le verra sur un des cas qu'on va montrer par la suite, pour les fibroses post-radiques. Dans les fibroses post-radiques, il va vraiment limiter les dégâts. Personnellement, je l'appuie toujours de Causticum compositum, du laboratoire qui contient en particulier arsenic et causticum, qui ont aussi des effets anti-fibrose. La chimiothérapie, on a parlé d'arsenicum album. On peut utiliser aussi colchicum compositum. Les effets secondaires de l'hormonothérapie. Alors, il y a l'hormonothérapie pose des tas de problèmes. Elle marche bien dans le cancer du sein, mais elle augmente le risque de cancer de l'utérus. Donc, vous voyez que c'est quand même assez ennuyeux. Vous êtes guéri de votre cancer du sein, mais on vous a collé un cancer de l'utérus. Et puis surtout, elle va surcharger énormément le foie, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas le supporter. Alors, on peut proposer une alternative, en particulier avec la teinture de brocoli ou l'extrait de brocoli, qui a un effet de blocage hormonal avec beaucoup moins d'effets secondaires. Et puis, vous pouvez utiliser des complexes homéopathiques d'urgence comme sulfure compositum ou natrum compositum qui vont limiter les effets de l'hormonothérapie. Enfin, moi, j'aime bien la spiruline qui joue bien pour la fatigue et, entre autres, qui contient du bêta-carotène et qui a un effet cytostatique et TNF alpha stimulante. Donc, elle va jouer sur la lyse tumorale. En particulier dans les radiothérapies, dans les chimiothérapies, en particulier dans tout ce qui est les cancers des muqueuses, laryngées, de la bouche, de la langue, etc. Et il y a eu des tas de publications faites avec des nettes régressions tumorales avec la spiruline seule. Alors, dernier point intéressant, c'est que les classiques se sont rendus compte que le jeûne améliorait l'effet de la chimiothérapie. Donc, on conseille à présent, même à l'hôpital, aux gens, 48 heures avant une chimio, pas forcément de jeûner, mais de manger très très légèrement, et puis de continuer 3 à 5 jours après la chimiothérapie pour manger très légèrement pour avoir un effet maximum de celle-ci. Alors évidemment, les chimiothérapies ont des effets variables, pas très agréables toujours, en fonction de la molécule utilisée et puis en fonction de la sensibilité du sujet. On peut dire que toutes elles ont un effet sur la fonction hépatique, sur la fonction rénale malheureusement, généralement sur la fonction digestive, avec des phénomènes de nausées, vomissements, etc. Et puis souvent sur le système hormonal, on voit un arrêt des règles, on voit des troubles de la sensibilité, surtout avec les nouveaux produits. Donc évidemment, la chimio, ce n'est pas la panacée et on rêve tous d'avoir des produits physiologiques qui marchent aussi bien et sans effets secondaires. Voilà, alors la psychologie est importante, puisque en fait, le patient qui a un cancer, c'est parce qu'il était malheureux. Et c'est parce qu'il ne voyait pas de solution à ses soucis. Et donc, on peut lui proposer d'expérimenter plein de choses. Et ça, c'est en particulier le travail des époux Simonton, qui sont intéressés aux patients cancéreux et qui les ont fait travailler sur l'imagerie mentale, sur la relaxation, etc. Et donc, il faut savoir qu'il y a des groupes Simonton un petit peu partout et que les patients peuvent s'y adresser pour travailler sur leur redécision de vivre et en particulier pour dynamiser leur psychologie pour ne pas rechuter de leur cancer et trouver, se dire que quelque part, ils ont été dans le mur et qu'ils ont le droit de faire autrement. Et ils ont le droit à une autre vie. Alors, vous trouverez dans un site que vous connaissez bien une demi-douzaine de dossiers dans l'hôpital cancérologie qui va vous traiter un peu de tous les traitements classiques, de toute l'homéo. J'ai beaucoup travaillé sur le répertoire de Kent, donc pour chaque tumeur, il y a des remèdes qui sont proposés, on peut réfléchir. Je vous ai mis également un résumé d'un ouvrage indien qui est très intéressant où il traite le cancer que par l'homéopathie, avec une technique qui est amusante qui s'appelle le plushing,
qui est une espèce de passage des remèdes en haute dilution à intervalles très très rapprochés tous les jours. C'est une espèce de, je dirais, de chimiothérapie homéopathique. C'est très curieux comme technique. Et avec des résultats, ils annoncent des résultats qui sont quasiment égaux à la chimiothérapie. Donc, quelque part, c'est intéressant. Donc, je vous conseille d'aller le lire. Et puis, il y a des livres très classiques, en particulier La Genève du cancer d'Agnès Flour, qui est une homéopathe qui est très gentille et que je connais bien. Et qui vient de temps en temps donner des cours de Suisse. Voilà, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez qu'on développe d'autres questions ou on passe Alors justement, c'est le moment ou jamais. Si vous avez des questions directement relatives à ce qui a été présenté, n'hésitez pas à me les transmettre. Ça va peut-être encore émerger d'ici la fin de ce webinaire. Donc, à vos claviers. En attendant, Jean-Yves, je peux peut-être vous inviter à ouvrir le premier cas, parce que ce soir, un petit peu comme on a l'habitude de le faire maintenant, on va illustrer tout ce qui a été amené jusque-là avec la lecture de BNS, en fait. Donc, ce sont des cas anonymés en lien avec la thématique et ce soir, avec le cancer. Voilà. Est-ce que tu le vois là? Tu ne le vois pas? Non, je ne le vois pas. Pas encore. Il faut redémarrer le partage d'écran. Jean-Yves? Oui. Redémarrer le partage, voilà. Voilà. Partage d'écran. Je crois que c'est celui-là, non? Alors, pour le moment, on ne voit pas votre écran. Donc, on ne voit pas mon écran. Pas encore, non. Donc, en haut de votre écran, sur le milieu, vous cliquez sur la petite touche verte. Partager l'écran. Oui. Sauf que là, je l'ai en bas, mais... Bon. Bah, vous pouvez cliquer par en bas. C'est pareil. On va y arriver. Donc... Ça va le faire. En attendant, peut-être qu'on peut essayer de répondre à une question d'Annie Trichelot qui nous dit que dans le cas d'un cancer du sein, 4 ans après, toujours sous hormonothérapie, est-ce qu'il est possible d'arrêter les hormones? Oui. Oui. Bon. Bonne réponse. Ah. Oui. En fait, ils ont déterminé que la durée, c'était 5 ans. C'est complètement arbitraire. Donc, en fait, à partir du moment où... C'est ce que je vous ai dit, hein, elle n'est pas toute bonne, cette hormonothérapie. Hein. Il y a un risque d'évolution de cancer utérin et puis il y a la surcharge hépatique qui est vraiment nette. Hein. Quand vous faites des bilans à ces femmes, elles ont un foie qui ne va pas bien. Donc déjà, faire un BNS et corriger les facteurs qui ne vont pas, ça les aide. Mais personnellement, si la patiente le demande, moi, j'arrête l'hormonothérapie. Bien sûr, je mets un traitement choisi par le BNS et puis je mets une immunostimulation en place parallèlement. J'ai jamais eu de pépins, hein, mais bon. D'accord. Chacun fait comme il veut, en sachant que bien sûr, on pourra vous le reprocher si la patiente dit que c'est vous qui avez suggéré la chose, vous risquez d'avoir des soucis. Bien sûr. Donc il faut toujours s'en protéger, peut-être. Toujours faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait dans le cancer. Il y a des antécédents notoires de confrères qui se sont trouvés devant les tribunaux alors qu'ils avaient juste suggéré ceci ou cela et ça s'est très mal passé pour eux. Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas forcément d'ailleurs le patient qui va vous embêter, mais ça va être sa famille, ça va être ses héritiers, ça va être tout un tas d'autres gens. Le pharmacien du coin qui n'est pas content parce qu'il n'est plus dans le jeu, enfin bref. Voilà, donc on a une gentille patiente, je crois, qui est née en 45. C'est ça, alors non, on commence avec le cas numéro 1. Voilà. Donc là, c'est un monsieur. Ah, c'est un monsieur, pardon. Voilà. Le cas numéro 1, c'est un monsieur de 73 ans qui, lui, est suivi pour un cancer de la prostate datant de 2006. Voilà, donc depuis, il y a un petit souci, c'est qu'il est impossible de remonter son taux de plaquettes. C'est un patient qui est toujours fatigué, mais il est toujours en activité, ne peut pas s'arrêter de bouger. Il est aussi accessoirement allergique aux graminées et il fait ce BNS aujourd'hui pour savoir où il en est avec l'état de ses régulations. Voilà. Alors, allergique aux graminées, ça veut dire qu'il a un rhume des foins. C'est ça.
Polynose. Voilà. Alors, c'est très intéressant. C'est là où on voit ce que les Allemands appellent la vicariance positive, c'est-à-dire régressive, c'est-à-dire qu'il est passé d'une maladie de phase 6 dans une maladie de phase 3. Hein, c'est-à-dire qu'il a réactivé, si on l'interroge, probablement il va dire oui, à 20 ans, à 15 ans, j'avais un rhume des foins. Donc il est revenu dans une maladie antérieure, ce qui est plutôt bon signe. Alors on voit qu'il est vasculaire, hein, mais il est lymphoïde et vasculaire, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors Jean-Yves, juste avant de démarrer la lecture de ce bilan, parce qu'en fait c'est une question qui est plutôt en rapport, on me demande comment interpréter un diagnostic du cancer de la prostate au stade 2 selon le médecin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, les cancers de la prostate sont des cancers encapsulés qui restent souvent encapsulés jusqu'au moment où il métastase. Alors, un des seuls symptômes qui va provoquer ce cancer de la prostate, c'est une anurie, hein, par blocage de l'urètre. Mais comme l'adénome donne les mêmes symptômes, ce n'est pas très spécifique. Donc, il y a beaucoup de cancers de la prostate qui sont diagnostiqués au moment des métastases. Alors, les métastases de la prostate, c'est essentiellement des métastases osseuses. Et donc, on va voir apparaître des fractures spontanées, enfin, sous des efforts minimes, etc. Et puis, souvent, on voit la deuxième localisation de ces métastases prostatiques, c'est le cerveau. Hein, et on va voir des patients emmenés en quelques semaines par des métastases cérébrales du cancer de la prostate. Voilà. Alors en fait, heureusement, les patients consultent, on leur fait des échographies, on leur fait des biopsies prostatiques, etc. Et souvent, on diagnostique assez précocement. Alors, il faut savoir que même diagnostiqué, c'est une tumeur qui croît relativement lentement et qui a un traitement physiologique, c'est le jus de papaye fermenté. Et qui a démontré que ça marchait très très bien. Et d'ailleurs, même les classiques maintenant traitent les cancers de la prostate au stade 1 par le jus de papaye fermenté, ça les stabilise, ne progresse plus. C'est un des grands succès de la naturopathie, ça, le jus de papaye fermenté. Alors, mais par contre, il faut que le patient en prenne tous les jours. Alors voilà, ce patient, on va le regarder, il est intéressant. Donc on voit déjà pourquoi il est vasculaire, pourquoi il est lymphoïde et vasculaire, hein, c'est qu'il est quand même enveloppé, ce garçon. Donc là, en fait, le lymphoïde vasculaire qui s'exprime sur le tableau hippocratique, hein, c'est beaucoup plus ses mauvaises habitudes de vie qui s'expriment que son cancer. Alors par contre, au niveau des paramètres d'immunité, on voit qu'il y a bêta-gamma qui sont extrêmement élevés. Donc, il est fatigué, hypoalpha-2, et puis bêta-gamma sont très élevés, ce qui signe quand même une hyalinose, c'est-à-dire un phénomène de fibrose extrêmement important. Et à mon avis, c'est une fibrose post-radique. C'est un monsieur à qui on a fait, alors on ne l'a pas dans le dossier, mais je parierais qu'il a eu droit à une radiothérapie de son cancer de la prostate. Et donc, sur cette radiothérapie, il a développé une fibrose. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, il est à l'iode élevé, hein, parce qu'il a donc une congestion du petit bassin, j'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être aussi parce qu'il a une allergie. Hein. Et puis, il a ce paramètre zinc qui est très, très élevé. Et je vous ai dit que le paramètre zinc était un paramètre des tumeurs hormonodépendantes et également des métalloprotéinases, c'est-à-dire de l'envahissement. Donc là, on voit qu'il y a un vrai problème d'envahissement. Donc c'est un monsieur qui a eu déjà des traitements lourds, hein, ça fait maintenant une douzaine d'années, et il n'est pas très très bien. Alors pour le reste, c'est pas trop mal. Bon, bien sûr, il est en phase acide, hein, il doit avoir mal, il doit être fatigué, il doit être énervé. Alors évidemment, son coefficient de stabilité biologique n'est pas bon, hein, c'est sûr que ça chauffe. Et puis son vieillissement vasculaire, ça chauffe aussi. Donc
On ne peut pas dire qu'il est guéri, c'est sûr. Alors, on n'a pas d'autres éléments puisque c'est un BNS12, hein, mais on peut quand même s'y intéresser. Alors, vasculaire, évidemment, qu'est-ce qu'on est? Hépatovasculorectal, ça c'est surtout s'il a des hémorroïdes, ça marchera pas mal. Neuroendocrine, on va se méfier, hein, parce qu'il ne faut pas stimuler l'organe du cancer. Bon, il n'a pas de migraine, donc on n'utilise pas l'effet complexe numéro 9. Alors, par contre, là, il y a une plante qui m'intéresse beaucoup, c'est Glycyrrhiza glabra, la réglisse, qui est une plante qui est antitumorale. Elle est décongestionnante, mais elle est cytostatique, donc elle me paraît tout à fait intéressante. Et puis, il y en a une autre qui est très intéressante, qui est Cochlearia, qui est une grande reminéralisante et qu'on pourra utiliser en particulier dans un contexte de métastase osseuse. Voilà. Le glécoma est intéressant aussi puisque c'est une plante antifibreuse, hein, donc on pourra l'utiliser également. On ne va pas l'utiliser, hein, commencer par Glycyrrhiza, en sachant que bien sûr, elle a un inconvénient, c'est qu'elle fait monter la tension. Donc monter la tension chez un patient vasculaire, on pourra très bien la donner par exemple 15 jours par mois et puis l'alterner par exemple avec Cochlearia. Comme ça, il n'y aura pas l'effet de sommation qui risque de faire monter sa tension. Voilà, alors parmi les fleurs de Bach, c'est intéressant, il y a Agrimonia hepatoria qui est le grand remède du cancer du sang. Voilà, pin sylvestre, très intéressant pour les douleurs osseuses. Voilà, alors on ne peut pas en dire beaucoup plus. Alors, je n'avais pas bien vu le... Voilà, si, attendez, oui. On n'a pas le... Comment se fait-il qu'on a... Si on a un stress oxydatif, voilà, on a un stress oxydatif qui n'est pas mauvais. Donc, en fait, c'est relativement... Il a une fibrose importante, mais c'est relativement peu évolutif. Donc, on a le temps. Même si le coefficient de stabilité n'est pas très bon, il n'y a pas trop de souffrance tissulaire. Voilà, c'est difficile d'aller plus loin sur ce cas parce qu'on a très peu de choses au niveau clinique. Voilà. Des questions ? Alors non, pas de questions pour le moment concernant ce cas, donc j'imagine que c'est clair pour tous. On peut peut-être passer à la lecture du prochain cas. Il faut savoir, alors, dans le cancer de la prostate, hein, il y a le cas bien connu de Mitran, hein, qui, dès sa première élection, il a été élu et quasiment dans le mois qui a suivi, on lui a diagnostiqué une métastase osseuse de son cancer prostatique. Et donc, il a quand même tenu 2 fois 7 ans, quand même, malgré des tumeurs relativement envahissantes. Et s'il a tenu, entre autres, c'était grâce aux alcaloïdes de Beljanski. Alors, il allait consulter Beljanski, ce qui était strictement interdit, et puis il prenait les produits de Beljanski, ce qui était relativement interdit, mais tant que Mitran était vivant, on a fichu la paix à Beljanski. Et puis, dès que Mitran est mort, au bout de 15 ans, les flics ont débarqué chez Beljanski, qui a été mis au tribunal. Enfin, ça a été une horreur. Rien d'étonnant. Bah, c'est la France, quoi. Bon, par exemple, oui. Juste une petite question qui arrive par rapport au cas précédent avant de démarrer celui-ci. Oui. Une des problématiques de cette personne, c'était quand même de faire remonter son taux de plaquettes. Oui, alors, Finalement. Et comment on va procéder alors? Alors, oui, alors, on va faire redémarrer son taux de plaquettes. Alors, évidemment, pourquoi, alors il faut se poser la question, pourquoi le taux de plaquettes est bas? Ben, la moelle a été brûlée par la radiothérapie. Hein, donc, c'est une conséquence de la radiothérapie. La fibrose est en fait, ça rentre dans le cadre de la fibrose post-radique qu'on a vue avec l'hyper-bêta-gamma. Donc, on va utiliser bien sûr les sérocytoles qui relancent les cellules souches et on va utiliser un des alcaloïdes de Beljanski qui restimule les cellules souches aussi. D'accord, donc c'est pas irréversible en fait. On va voir, hein. Disons qu'on va faire le maximum. Ça a souvent un très très bon effet, souvent assez rapidement d'ailleurs, en quelques semaines, on voit les choses s'inverser, le patient va mieux.
c'est pas perdu, quoi. Mais bon, c'est quand même, on arrive un peu après la bataille, quand même, hein. On aurait dû le faire depuis longtemps. D'accord. Bien Il sûr, y on va a- donner radium bromatum, hein, qui est quand même le grand remède des conséquences post-radiques. D'accord. Et il y a notre ami Muriel Schumacher qui nous propose la poudre ARN de Fiterbs, le labo Fiterbs. Ah, c'est ça. C'est C'est ça. c'est un des alcaloïdes de Beljanski. D'accord, très bien. Merci beaucoup Muriel pour votre participation et votre partage. Elle a trouvé, bravo Muriel. Voilà, merci. Voilà, donc Jean-Yves, je vais vous présenter le cas numéro 3 avant que vous démarriez la lecture du bilan. Donc, on va se pencher sur le bilan d'une femme de 65 ans qui est sous neuroleptique depuis de nombreuses années pour des troubles bipolaires ou associés. Elle est également asthmatique, donc voilà pour le terrain. Elle a perdu son frère brutalement en septembre 2015 sans vraiment exprimer sa peine. Puis elle a commencé à avoir des maux de ventre début 2018, donc des maux de ventre quand même très violents. Une coloscopie n'a rien montré. Un scanner n'a rien montré non plus en mai 2018, de cette année donc. Puis un deuxième scanner en juillet a montré des nodules sur le foie et le pancréas, ainsi qu'une masse importante et évoluant rapidement sur le péritoine. Elle ne peut presque plus rien manger depuis et une chimio a été commencée début septembre. Donc ce bilan-là, en fait, il a été fait avant le démarrage de la chimio. Voilà. Et c'est une personne qui est évidemment en grande souffrance actuellement. Ben oui. Alors, on voit un aspect, je dirais, presque opposé au précédent, hein, puisque c'est une patiente plutôt dystonique acide, hein. Mais là aussi, on voit son terrain, on ne voit pas du tout sa tumeur au niveau de l'aspect globalisant, hein. Donc, acide, ça veut dire qu'elle a mal, hein, elle est fatiguée, elle a mal, on s'en douterait. Et puis, en fait, je pense que c'est une dystonique, c'est une hypersensible émotionnelle. Et donc, ça ne m'étonne pas que là, l'élément vent en médecine chinoise, c'est-à-dire les soucis, et en particulier la dramatisation et la culpabilisation, ont joué un rôle tout à fait évident. Alors, donc là, on a affaire à une situation assez dramatique. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit l'hyperalpha 1 qui est vraiment extrêmement net, hein. C'est un BNS 23. Alors, on va aller tout de suite au tableau. Voilà. Donc, vous voyez l'aspect, l'effondrement des albumines, elle n'a plus de réserve et elle est sèche. L'hyperalpha 1 qui est absolument considérable, qui dépasse 3 écarts types, donc qui signe la néovascularisation et l'inflammation péritumorale. Et puis le paramètre cuivre qui est extrêmement élevé, hein. Donc là, on n'a pas de doute, c'est une tumeur envahissante, avec donc une augmentation du stress oxydatif au niveau vasculaire. Et puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, on voit pas grand-chose. On voit, c'est intéressant, le potassium élevé. Alors ça, c'est ce qu'on disait, le potassium peut être un marqueur de l'inflammation des muqueuses. Voilà. Il y a pas, sinon, le reste est assez bas. En particulier, on voit hypo-bêta-gamma, hein, ça veut dire que la défense lymphoïde a complètement laissé tomber les bras, hein, donc elle n'a plus de défense du tout. C'est pour ça d'ailleurs que son cancer a fumé. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Bon, alors là, on est à un stade où on est en soins palliatifs, hein, carrément. Je pense qu'on ne peut pas vraiment on ne peut pas espérer la guérir. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui fournir un confort. Alors, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Alors, bien sûr, un traitement antioxydant, hein, qui aura un effet anti-inflammatoire. Solanum lipocopersicum, c'est du lycopène, hein, c'est un très bon antioxydant. Donc, on va le donner surtout sous la forme d'un complexe antioxydant à prendre par exemple en gélule. Et puis, alors après, bah, ça va dépendre un petit peu de ce qui est intéressant. Moi, j'utiliserais volontiers Pimpinella anisum, hein. L'anis vert, c'est le constituant principal du pastis 51. Alors, c'est intéressant parce que c'est une plante qui est à la fois apéritive, hein, donc elle a du mal à manger, à digérer, et puis en plus, c'est une plante qui est euphorisante et qui est en particulier, qui joue très très bien sur les phénomènes de culpabilisation. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui sont passées avec son frère et qu'elle doit toujours avoir dans un coin de sa tête. On voit Olive aussi, on voit le star, tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout digéré ce qui s'est passé quelque part.
Voilà, l'estragon va l'aider à digérer. Alors, 2 gouttes sur le ventre en massage, tranquillement. Et puis, bien sûr, là, je mettrai l'EFI complexe numéro 7, hein, les acétates. Hein. Et je pense que avec les acétates, on aura un bon effet sur sa fatigue et sur ses douleurs. Voilà. Il faut savoir aussi que le, le complexe de Boiron, là, qui a été fait par Paul Chavanon, comment il s'appelle? C'est le truc qu'il préconise pour l'anxiété. Sédatif PC, c'est pas ça? Sédatif PC, voilà, sédatif PC. Parce que c'est Paul Chavanon qui l'a mis au point. Et Paul Chavanon était un ORL. Et en fait, c'est un complexe de 4 remèdes homéopathiques qu'il utilisait systématiquement dans les douleurs des cancers. Et je ne sais pas pourquoi Boiron, il s'est rendu compte que c'était sédatif et Boiron l'a mis en avant pour traiter l'anxiété, mais ce n'est pas du tout un remède de l'anxiété, c'est un remède des douleurs. Ce sont les remèdes des douleurs des cancers. Donc, je vous conseille d'utiliser le sédatif PC qui marche pas mal pour cette indication-là. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est un cas vraiment un petit peu limite, hein, forcément. Là, je ne sais pas trop ce qu'ils vont lui proposer, à part la chimio. Faut voir aussi, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi ça. Est-ce qu'ils ont fait des prélèvements pour savoir quelle était l'origine de cette tumeur? Donc là, on ne sait pas, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Parce qu'il y a des tumeurs digestives comme ça qui sont très envahissantes, qui évoluent en fait relativement lentement. J'ai suivi un patient comme ça pendant plus de 10 ans qui avait des métastases hépatiques, il avait un envahissement du pancréas, de l'estomac, du diaphragme, etc. Et puis il a quand même survécu 10 ans dans des conditions pas trop mauvaises. Mm. Donc quoi, il faut jamais dire que ça ne marchera pas. Des fois, on a des bonnes surprises. Oui. Alors, on a une proposition d'une auditrice qui nous dit l'iode est un excellent antioxydant et ici, il est très bas. Donc, sinon, le fenugrec, moringa, en plus de tout, qu'en pensez-vous? Oui, très bien. Fenugrec, très bien. Et moringa, très bien aussi. Et voilà. C'est des patients, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est le genre de patient qui me met en joie parce que de toute façon, tu as le droit de faire ce que tu veux. Donc, il va lui proposer ce qui te paraît bien sûr le plus indiqué, hein, mais des fois ça marche. On a vraiment des surprises. Donc, toutes les idées sont bonnes. Je considère que on ne peut qu'amener du mieux. Voilà. Donc, faut pas laisser tomber les bras. Il faut se retrousser les manches et il faut se dire, il y a possibilité d'améliorer. Qu'est-ce que je vais faire? Et il faut aussi essayer. Alors, dans ces cas comme ça qui sont un petit peu désespérés, même complètement désespérés, il faut se fixer un objectif, il faut se fixer un projet. Il faut dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voyez les choses, etc. Et je me rappelle, j'avais une dame qui était venue me voir, elle était complètement envahie, il y avait des métastases partout. J'avais l'impression que c'était une espèce de Lego qui tenait ensemble par les métastases. Et donc, j'étais assez pessimiste, bien sûr. Et puis, je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez? Et elle m'a dit, dans 6 mois, il y a ma petite fille qui se marie, je voudrais ton mariage. Et là, j'ai dit, ça, c'est un très bon projet. Donc, voilà, on va se fixer. Moi, je vais vous mettre en état pour que dans 6 mois, vous soyez au mariage, vous allez boire une coupe de champagne, vous allez faire quelques pas de danse, ça sera super. Et alors, j'ai réussi à bien la mobiliser, on s'est un peu donné du mal tous les deux. Et puis, elle a été au mariage, et puis ça s'est bien passé, et puis elle est morte 3 semaines après. Mais elle était heureuse quand même. C'est un beau témoignage finalement, mais c'est vrai que le cancer, c'est une maladie si conséquente et qui fait si peur aux gens qu'on a tendance à uniquement s'occuper du cancer, alors que, évidemment, comme on est dans une démarche holistique, il faut qu'on pense à soigner le malade plus que la maladie quelque part, ou au moins autant. C'est pour ça que tu as remarqué dans ton PowerPoint, j'ai rajouté une maladie chronique.
Oui, j'ai vu. Non, non, mais c'est important de le préciser parce que pour le patient, dès que le mot est prononcé, il a l'impression qu'on lui a retiré l'échelle. Mm. Il faut lui dire non, non, mais on a du temps devant nous, on va faire plein de choses. Et on va le faire ensemble, ça sera sympa. Voilà. Merci beaucoup. Alors attendez, on va continuer. Alors, ça, je crois que c'est un de mes patients, ça. Voilà, c'est ça. Alors en fait, il nous reste deux lectures pour ce soir. On a un petit peu dépassé le timing de 2 minutes déjà, mais promis, pour ceux qui veulent rester avec nous, euh, on va essayer de ne pas prendre trop de temps. On va faire une lecture rapide. Et ceux qui doivent malheureusement déjà nous quitter, n'oubliez pas que dès demain, le webinaire sera en lecture libre sur la page MyBiobox sur Facebook et aussi sur YouTube en lecture libre, hein. J'insiste. Pour les personnes, alors je l'ai précisé tout à l'heure dans la barre de conversation en l'écrivant à Jean-Éric, les personnes qui souhaiteraient avoir le PowerPoint en PDF pour avoir un support écrit, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@mybiobox.com et je vous le transmettrai avec plaisir. Merci. Donc voilà, Jean-Yves, on vous écoute. Voilà, merci. Alors, donc c'est une j'ai mis deux de mes patientes parce que c'était des cas intéressants. Donc, c'est une patiente qui est jeune encore, hein, oui, elle est 66, et elle a une grosse responsabilité puisqu'elle travaille à l'ambassade de Suisse dans un pays d'Orient. Et c'est une belle sépia, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très sérieux, très rigoureux. Donc, c'est quelqu'un de bien. Et tout d'un coup, elle s'est découvert deux boules dans le sein droit suite à un souci justement avec sa hiérarchie et suite à du mobbing. Et en fait, elle dérangeait parce qu'elle a voulu mettre un peu de rigueur dans son service et puis elle s'est trouvée opposée à quelqu'un qui a passé son temps à l'emmerder pendant une année. Et suite à ça, il y a deux boules dans le sein qui sont sorties, qui ont été biopsiées et en fait, c'est un cancer du sein non hormonodépendant. Alors, évidemment, elle est venue me voir. Ça, c'est un bilan avant chimio, hein. Alors, ils ont pas été de main morte, hein. Ils sont ils sont extrêmement efficaces. Donc, ils ont commencé par lui faire une laparoscopie. Ils lui ont enlevé les ovaires et l'utérus déjà. Je comprends pas bien pourquoi, mais enfin. Je pense que parce qu'ils veulent lui faire quand même de l'hormonothérapie, bien que ça soit une tumeur hormonodépendante, c'est très à la mode actuellement. Et puis, ils lui ont opéré le sein. Et puis, ils lui ont fait des tests génétiques dont je n'ai pas encore les résultats. Voilà, alors c'est intéressant. Vous voyez, on voit la pointée acide. Et elle aussi, elle a un petit aspect vasculaire, mais vous voyez, c'est pas la figure n'est pas très perturbée, donc ça veut dire que elle va relativement bien. Donc, elle est mince, 19,3. Quand on regarde son bilan, il y a également cet aspect hyper-bêta-gamma, donc d'inflammation chronique de type lymphocytaire. Hein, je vous ai dit que le cancer se développait toujours sur une inflammation chronique. Il y a un petit stress oxydatif de type sécheresse, hein, négatif, hein, donc elle est sèche. Et puis on voit le zinc, hein, qui signe quand même les tumeurs mammaires et les tumeurs plus ou moins hormonodépendantes, même s'ils ont trouvé qu'elle était pas hormonodépendante. Et puis l'envahissement, hein, avec les métalloprotéinases. Le paramètre acide, hein, parce qu'elle est dans un état de sécheresse donc, et d'inflammation. Au niveau alimentaire, lipidique, c'est pas trop mal, mais elle a un score de stabilité biologique qui n'est pas bon. Donc, on est quand même un petit peu inquiet. Alors, on va aller voir. Vous voyez, quand on regarde ces paramètres, hein, c'est un peu Manhattan. Donc, on voit bien cette inflammation. Alors là, par contre, vous voyez, il n'y a pas du tout d'hyper-alpha 1. On n'a pas l'hyper-alpha 1 qui est remplacé par l'hyperzinc et l'hypercadmium. Et même l'iode un petit peu. Mais on voit cet aspect, vous voyez. Et de même, le cuivre est normal. Et on peut avoir des aspects différents. Il ne faut pas se baser uniquement sur l'hyper-alpha 1 cuivre.
Là, on a affaire à une tumeur hormonodépendante. Et alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que j'avais travaillé à l'époque avec la cancérométrie de Verne. Et Verne disait, et il le disait déjà en 1930, il disait le paramètre acétate de cuivre ne fonctionne pas sur les tumeurs hormonodépendantes. Alors, c'est intéressant, regardez ce qui sort en première fleur de bac, hein, Agrimonia eupatoria, hein, la plante du cancer du sein. L'aigreur contre le moine, dirait notre ami Vial. On retrouve l'Lycéryza, hein, cytostatique. Bon, et puis, pas grand-chose d'autre, mais on va utiliser Agrimonia, c'est la plante dont elle a besoin actuellement. Vous voyez, on peut se servir des fleurs de bac en tant que plante, hein, on n'est pas obligé de les donner en fleurs de bac. Ceci dit, l'inquiétude cachée surcompense, ça c'est typiquement elle. Voilà, alors 5, bien sûr, on va lui stimuler le foie, puisque c'est une bonne sépia, c'est une insuffisance, elle a un vide de sang du foie, donc c'est une insuffisance hépatovésiculaire. Et puis ça ira pas mal comme ça. Voilà. Alors là, elle va faire sa chimio, donc elle va me tenir au courant, et puis après on prendra le relais avec une viscomthérapie, et puis on essaiera qu'elle ne prenne pas trop d'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas-là? Jusque-là, aucune question. Donc, je pense qu'on peut poursuivre avec le dernier cas présenté ce soir. Donc, c'est aussi une de vos patientes. Voilà, c'est parce qu'ils sont fatigués ce soir. Là. Ah oui, ils écoutent attentivement. En fait, ils sont complètement absorbés. On les a assommés. Voilà. Mais si vous aviez d'autres questions qui arrivaient comme ça après, n'hésitez pas à nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre, même après coup. Hein. Alors, ça, c'est pas de problème. Un petit peu plus âgée, vous voyez, elle est 36. Et elle est un peu particulière, c'est-à-dire que quand elle arrive dans le cabinet, elle arrive, elle est comme ça, c'est-à-dire elle a la tête sur l'épaule. Et en fait, elle a la tête sur l'épaule parce qu'elle a eu un mélanome en 71 et qu'on lui a fait un curage ganglionnaire complet et avec radiothérapie, hein, parce que le mélanome, si vous le ratez au début, vous ne le rattrapez plus. Donc, ils ont mis le paquet pour essayer d'enrayer la chose. Et donc, elle a un cou qui est complètement décharné avec une énorme fibrose. Et donc, elle vit avec la tête sur l'épaule. Donc, c'est un peu particulier. Et puis, donc, elle a commencé à voir ça. Et puis, donc, son mélanome, radiothérapie, chirurgie, fibrose, etc. Elle a vu à la suite apparaître sur la face, différents basocellulaires qu'il a fallu opérer. Et puis, dans les suites, on a vu apparaître un pic monoclonal, c'est-à-dire une gammapathie qui signe un lymphome. Et donc, je la soigne pour ce lymphome depuis à peu près maintenant. Donc, c'est une gentille patiente, je la soigne depuis 1998. Et donc, un petit moment, on est devenus presque amis. Donc, elle vient me voir 2 fois par an et puis je la maintiens en bon état, ce qui fait qu'elle a un petit bateau, elle navigue, enfin, elle est heureuse de vivre. Et elle surveille les bêtises de ses petits-enfants. Voilà, qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau hippocratique? On voit que c'est le foie, hein, qui est surchargé, mais pour le reste, ça ne va pas trop mal. Voilà, elle mange correctement, bien qu'elle soit plutôt à tendance végétarienne. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, les albumines sont basses, les alpha-1 sont basses, ça veut dire qu'elle est sèche. Et en effet, elle a un petit côté causticum. D'ailleurs, le dernier mètre que je lui ai donné, c'est causticum. Hein, maigre et sèche. Et elle a le petit aspect, surtout hyper-bêta, c'est pour ça que le tableau, le camembert hippocratique a signalé que c'était le foie qui n'allait pas bien, et puis les gammas quand même qui sont un petit peu élevés, qui signent la séquelle de fibrose. Et c'est intéressant parce que les gammas ne sont pas très élevés. Donc sa gammapathie, elle est relativement modérée actuellement, mais elle a été plus forte. Elle a quand même un stress oxydatif qui est important, hein. Les paramètres hormonaux sont bons,
l'acide n'est pas très élevé, et on voit un manganèse qui est aussi élevé, donc ça veut dire, ça c'est les lipides de synthèse intrahépatique, donc on voit que le problème actuellement il est dans le foie. Elle a un coefficient de stabilité qui n'est pas parfait, mais qui est moins grave que tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent, et un vieillissement vasculaire qui est relativement correct. Alors on va regarder. Ah non, c'est un 12. Voilà, donc il n'y a pas d'histogramme. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, les albumines sont basses, évidemment, donc on va essayer, on va mettre des antioxydants, ne serait-ce que pour leur effet anti-inflammatoire. On va utiliser les oméga 3, parce que le manganèse, pour leur effet d'abord anti-inflammatoire et puis de protection vasculaire. Et puis, en regardant un petit peu toutes les plantes qui sortent, il y en a une qui est relativement antitumorale, c'est la chélidoine. Et d'ailleurs, elle a été utilisée pour ses effets bloquants de la prolifération des tumeurs. Donc, chelidonium me paraît tout à fait indiqué dans ce cas-là. Alors, elle a pas trop elle a une symptomatologie actuelle qui est relativement pauvre. Elle ne se plaint pas grand-chose. Donc, elle est contente. Voilà, alors c'est amusant, il y a Chicory qui sort. Et Chicory, c'est typiquement la fleur de bac de Causticum. Toujours quelque chose à réformer. Voilà. On voit la carotte aussi, qui était une essence qu'on peut utiliser dans les tumeurs, qui a certains effets antitumoraux. Mais moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce c'est assez contradictoire, les études sur la carotte, donc j'évite de l'utiliser. Voilà, donc vous voyez, c'est une patiente qui a quand même eu 3 cancers de nature différente successives, et puis qui s'en est bien sortie, apparemment ces séquelles de chirurgie et de radiothérapie, qui vit quand même une vie tout à fait sympathique avec ses enfants et ses petits-enfants. Voilà, c'est sur ce cas qui est quand même assez sympathique et plein d'espoir qu'on peut peut-être terminer ce séminaire. Si vous n'avez pas d'autres questions. Aucune autre question n'arrive, Jean-Yves, donc je vous remercie énormément au nom de tous d'ailleurs, parce que je crois que ce partage de connaissances fait toujours beaucoup de bien à tout le monde, et surtout les échanges qu'il peut y avoir. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et je vous invite, comme toujours, à nous faire part de vos suggestions pour préparer et nous aider à préparer les prochains webinaires ensemble. Donc, merci à tous, bonne soirée et je vous retrouve, comme toujours, sur le site MyBiobox. À très bientôt et bonne soirée. Merci et bon appétit. Au revoir. Oui, bon appétit à tous. Au revoir Jean-Yves, merci. Au revoir Aline. Tu vois, en 1 heure, on peut dire pas mal de choses. Tu vas relaver le cerveau.